Hey, bien salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des secteurs les plus bénéfiques pour investir afin d'avoir un portefeuille vraiment gros, un gros portefeuille avec un tas de thunes en gros. Donc là, ce sera sur différents secteurs orientés vers la technologie. Donc selon ARK Invest, célèbre fonds spéculatif orienté vers la tech, les domaines d'investissement les plus prometteurs sont la génétique en premier, la robotique en deuxième, en troisième la blockchain et en quatrième les batteries. Ensuite, pour la fin, l'intelligence artificielle. Selon moi, la blockchain est quand même première parce que c'est un peu le moteur, c'est un peu le livre dans lequel on va retranscrire toutes les transactions, toutes les choses, toutes les données. Donc pour moi, la blockchain doit être première parce que c'est elle qui est le cœur en fait de toutes ces industries. Enfin, plutôt l'innovation de demain de toutes ces industries. On continue avec le fonds norvégien qui aurait gagné 158 milliards de dollars, pas dollars, d'euros plutôt, en 2021, avec un rendement annuel de 14,5%. Et là, regardons sur quoi à peu près étaient basés les investissements de ce fonds. On voit qu'actuellement, le premier, avec le plus gros pourcentage de retour sur investissement, c'est la technologie. Donc encore une fois, c'est la tech, la big tech, toute l'innovation qui se fait et qui va arriver dans les prochaines années. Là, on commence avec le premier, qui est la génétique. Selon Global Market Insight, le marché global des tests génétiques médicaux était quasi inexistant plutôt il y a 20 ans. Il a dépassé 13 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre plus de 28,5 milliards à l'horizon 2026. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste énorme en fait. Et du coup, tout ça s'explique aussi avec la crise du Covid et les confinements. Les gens se posaient plus de questions sur eux-mêmes, d'où ils venaient. Et il faut savoir que l'être humain est fondamentalement dans le tribalisme. On est dans la tribu, on a toujours vécu sous une tribu. D'ailleurs, là où l'être humain se sent toujours le mieux, c'est quand il a un sentiment d'appartenance à quelque chose, à une communauté. Donc, comme le foot, les personnes qui sont apparentées enfin, qui sont attachées à un club. Donc, c'est vraiment cette histoire de tribu, savoir d'où l'on vient, ses ancêtres et tout. Parce que, je sais pas, à l'époque où on vit, on peut se poser une question si on est totalement du même sang que le pays dans lequel on habite. Parce qu'il y a eu un tas d'immigration, il y a un tas de choses. Donc, il y avait une fille qui était blanche de peau, une américaine qui avait commandé sur MyHeritage. Euh, c'est euh, c'est un site qui te permet de donner entre guillemets ton ADN, et avec ton ADN ils vont parcourir toutes les données génétiques qu'ils ont accumulées durant ces dernières années pour te montrer à peu près d'où tu viens à peu près, ta répartition des origines à travers le monde. Du coup elle s'est rendue compte qu'elle avait 3% Nigeria, qu'elle avait quand même 25% Italie alors qu'elle est aux États-Unis. Donc ça prouve qu'il y a une immigration, il y a eu un tas de choses qui a fait qu'il y a une mixité dans l'arbre généalogique et que bien qu'elle soit de couleur blanche actuellement, elle n'est pas totalement blanche. Je peux dire la même chose de moi, d'ailleurs tous mes compatriotes antillais, parce que nous sommes issus d'un métissage en fait, de plusieurs origines. Notre couleur dominante, c'est le noir, ok, on est afro-descendant. Cependant, si je vais faire un test là, déjà j'ai même pas besoin de faire un test parce que côté maman, j'ai de la famille breton. Donc, ça se voit tout de suite. Du coup, ça aide pour ça. Et ça aide aussi pour les mutations. Parce que près de 4000 gènes ont été reliés à plus de 7300 maladies grâce à l'effervescence de la génétique. L'ascension plutôt. Et du coup, c'est un chiffre qui va continuer à croître parce que 200 maladies génétiques sont découvertes chaque année. Ce qui n'est pas rien, c'est énorme. On fait un pas, mais juste rapide. Tout va vite, en fait, actuellement. Et du coup, là, ce n'est pas de quoi c'est un investissement. Je ne partage que des choses qui, pour moi, sont à but pédagogique. Donc là, j'ai trouvé une société qui s'appelle 23andMe. Sur le Nasdaq, la bourse. Elle a un prix abordable de 2,86, je crois que c'est euros. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est 2,86, c'est pas cher. Et c'est une société qui est basée sur la génétique. Je l'ai mise là sur les slides parce qu'elle m'avait l'air pertinente. Et avec
une capacité de croissance assez élevée. Du coup, voilà, je vous la mets comme ça, à vous de chercher. Donc, faites vos recherches, regardez ce qu'elle fait, et voilà. Ensuite, nous avons le business de la robotique. Business aussi qui n'est pas à négliger, parce qu'il est en plein boom, totalement. Surtout avec la crise du Covid. La crise du Covid a accéléré énormément de choses. Franchement, je tiens à vous le dire. Et contrairement aux humains, les robots ne tombent pas malades. Ils peuvent travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout, avec la crise de Covid, tout le monde est confiné, mais les robots, ils ne sont pas confinés, ils travaillent eux. Donc, ça fait du chiffre. Ça fait que l'entreprise, elle tourne toujours, alors que les gens sont confinés. Les gens sont confinés, donc il y a plus de gens, plus de demandes, plus de consommation. Donc les robots sont là pour répondre à la consommation. Déjà, juste là, c'est déjà un argument frappant pour démontrer l'importance des robots. Après, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, puisque en Chine et en Corée, il y a déjà des robots qui servent en McDo. Et on sait, nous tous, nous savons que c'est un travail qu'utilisent les étudiants pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais j'ai envie de dire, l'être humain s'adapte à tout. On va forcément avancer et rien ne pourra freiner la curiosité humaine et le désir d'innovation, le désir visionnaire de l'homme. Sinon, on ne serait pas là où on est actuellement. Enfin bon, c'était la petite parenthèse. Et du coup, le secteur robotique qui représentait 7,4 milliards de dollars en 2000 représentait après 15,1 milliards en 2010. Donc en 10 ans quand même. Ensuite, de 2010 à 2018, là c'est 8 ans, c'est 25 milliards. Ensuite après, on pense qu'elle pourrait peser 62 milliards en 2024 et atteindre 67 milliards en 2025. Donc là on voit déjà la différence. Là les chiffres c'était 10 milliards, entre 8 et 10 milliards sur 10 ans. Et là, sur un an, ça passe de 62 à 67 milliards. Donc c'est énorme. Ensuite, là on peut regarder déjà à peu près où est-ce que sont les installations de robotique mondialement, enfin mondiale plutôt. En premier, il y a la Chine, le plus grand marché de robots industriels au monde actuellement. Et ils ne vont pas lâcher. Il y a la Corée aussi, République de Corée. Il y a le Japon. Il y a les États-Unis et l'Allemagne. Il faut savoir il faut pas négliger quand même le vieux pays, le vieux continent plutôt, qui est l'Europe. Je venais pour dire le vieux pays qui est la France, parce que c'est un pays, on dit vieux continent, vieux pays. Parce qu'en fait, la France a alloué plusieurs milliards d'euros, j'ai vu ça récemment, dans la robotique. Il veut, il veut rattraper son retard industriel. Parce qu'il faut savoir que la France était très 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 florissante à l'époque et que sa force industrielle a baissé beaucoup jusqu'à atteindre la 7e place actuellement parmi les puissances industrielles. Et là, elle veut tirer son épingle, elle veut retourner, prendre sa place d'antan qui était deuxième. Et du coup, la France va allouer pas mal d'euros dans les constructions industrielles, dans la robotique, l'automatisation, tous ces trucs-là. Et c'est vraiment un secteur à regarder. Surtout que les jeunes français, ils sont d'attaque. Ils sont d'attaque, je suis désolé. Ils sont à fond. Les jeunes entrepreneurs, hein, ils sont à fond. J'ai rarement vu. On dit qu'il n'y a que les States, mais non. Les Français, les jeunes Français, les fintech, les entreprises, les startups là, ils sont vraiment à fond. Ils ont la rage, ils ont la hargne. Du coup, c'est vraiment des secteurs à ne pas négliger. Pour moi, c'est vraiment, je me serais concentré sur la Chine et la France et l'Allemagne. Donc, ouais. Du coup, là, on peut voir le nombre d'installations annuelles de robots industriels, enfin, oui, euh, industriels dans le monde depuis 2003 à 2022. Donc là, on voit très clairement que c'est à 80 milliers en 2003. Et là, actuellement, c'est à 584 000. Donc c'est juste énorme. La montée est énorme. Il y a une petite baisse en 2009. Je suppose que c'est par rapport à la crise. La crise qu'il y avait eu des subprimes. Après, si vous avez vu, c'est remonté, ça a stagné 2012-2013, ensuite ça monte, enfin stagné, c'est quand même, la barre est quand même haussière. Pour atteindre 584 000 actuellement. Donc, faut à pas négliger. Et oui, là si vous voyez pas le truc à saisir, l'opportunité, ben, je peux rien faire pour vous, hein.
Donc, comme j'ai dit avant, là, la plus forte croissance robotique devrait venir d'Asie, et plus particulièrement la Chine, parce qu'ils veulent continuer leur ascension, leur croissance. Cependant, la Chine, comparée à l'Europe et les États-Unis, elles n'ont pas encore connu de crise majeure. Les États-Unis ont déjà passé 3-4 crises, donc ils ont l'habitude, ils savent se relever. Mais la Chine, pas savoir. On ne sait pas comment ils vont faire comment ils vont combattre la crise, les récessions et tout ça. Comment ils vont se relever, on ne sait pas. Il faut savoir que c'est notre idéologie, c'est un autre système. C'est pas la même chose que les États-Unis qui sont axés vers le capitalisme à fond et tout. Donc il faut prendre ce calcul-là dans la variable et ne pas négliger ça. Donc ouais. Il y a les facteurs démographiques qui peuvent aider aussi la montée en puissance de la robotique, comme la diminution de la population en âge de travailler. Il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de natalité. Le taux de natalité baisse à vue d'œil. Ce qui fait qu'actuellement, un jeune qui rentre sur le marché du travail, là je parle en Europe, se voit cotiser pour 3 personnes qui partent à la retraite. Donc c'est juste énorme. C'est justement pour ça qu'il y aura un problème au niveau de la retraite, au niveau de la France, et que il y a de fortes chances qu'on se retrouve comme les États-Unis sans retraite. C'est pour ça qu'il faut travailler actuellement sur des investissements, travailler sur une manière de développer de l'argent, développer une entreprise. Même si c'est pas fait à tout le monde en entreprise, mais au moins investir son argent à côté. C'est juste, ça devient vraiment nécessaire. Voilà. Il y a aussi climatiques et environnementaux, l'utilisation rationnelle des ressources, un plus faible rejet de déchets industriels et les facteurs liés à la rentabilité. Comme j'avais dit, la rentabilité au niveau de l'être humain. Donc, là, c'est produit plus rapidement sans interruption, sans altérer la qualité, surtout. Tout en réduisant le coût de la main-d'œuvre. Je vois qu'il y a quelques petites fautes là. J'ai mis un 100 après la qualité, donc faites pas attention à ça. L'important, c'est d'avoir la valeur ajoutée. Donc, alors, le gars il se dédouane. Donc, le coût de la main-d'œuvre, facteurs liés à la production, programmation des machines, adaptation de la production en fonction de la demande. Ça, c'est facile, c'est rapide, c'est 2 clics. Progrès technologique, les robots sont de plus en plus autonomes, capacité d'accomplir des tâches plus complexes. Il y a même de la créativité, des robots qui créent des œuvres d'art. Donc, actuellement, là, on avance à grands pas vers une robotisation de nos industries. Donc ensuite, là, il y a un petit exemple des entreprises. Il y a Ulysses Automation Technologies, fournit des systèmes automatisés à différents secteurs d'activité, dont notamment l'industrie et le transport ferroviaire. Ça, c'est pas mal, surtout le transport ferroviaire. Il y a aussi Intuitive Surgical, société qui conçoit des systèmes robotiques sophistiqués destinés au secteur médical. Donc, on lui doit notamment le dispositif DaVinci qui permet des pratiques mini-invasives lors des opérations de chirurgie. Il s'agit de dispositifs robotiques dirigés par un chirurgien depuis une console. Pour l'instant, c'est dirigé. Peut-être qu'après, il va faire ça tout seul. Je ne sais pas si on sera déjà plus là ou autre. En tout cas, ça, c'est déjà une grosse avancée. Parce que, pour moi, la machine est meilleure dans les chirurgies que l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il peut avoir une fatigue. Il peut avoir une baisse de concentration, des trucs comme ça. Ce qui fait que le scalpel, quand tu fais la chirurgie, tu peux faire une petite erreur. Ça pas précis. Alors que le robot, lui, il est précis. Il bouge pas. Et là, j'ai mis un petit truc pour la mini-invasive, la chirurgie, qui explique. Donc, si vous voulez, mettez pause et lisez, parce que je vais pas lire, tout simplement. Donc, voilà. Et ensuite, il y a Vocera Communication, solution de communication mobile intelligente. Elle compte des clients dans le secteur des soins de santé, l'hôtellerie, la vente au détail, les soins vétérinaires, l'éducation et l'énergie. Donc, à peu près tous les secteurs qui rapportent énormément d'argent. La santé, l'hôtellerie pour le tourisme, la vente au détail, c'est la vente, quoi. C'est tout ce qu'on achète. Vétérinaire, bon, ça reste des soins quand même. Il y a beaucoup de gens au fur et à mesure. Un foyer moyen a au moins 2 animaux chez lui.
un chat et un chien. C'est un foyer ou bien un animal au moins, je crois. Mais bon, ça reste quand même, genre maintenant, actuellement, un animal est considéré comme un membre de la famille à part entière. Du coup, l'éducation, ça va jamais partir, c'est une industrie qui rapporte beaucoup. Et l'énergie, secteur de l'énergie, surtout la transition écologique actuellement. S'ils arrivent à rentrer dans le pas avec, ce sera juste une grosse avancée. Et du coup, si on investit dedans, ben, on aura juste énormément d'argent en retour. Donc actuellement, c'est 79,13 euros le cours de l'action. Ensuite, là, c'est une innovation. Là, on parle de la blockchain, une innovation importée de tous. Donc, la blockchain ou chaîne de blocs en français peut être comparée à un grand livre numérique qui est entretenu par un réseau d'ordinateurs. Les données sont alors ajoutées à ce grand livre en temps réel et sont visibles par tous les participants. Donc, il n'y a pas d'histoire de blanchiment ou autre. Tout est visible. Tout est visible. Je ne dis pas qu'on peut peut pas faire de blanchiment, mais disons que c'est traçable en fait. La blockchain, elle est traçable. On peut voir les choses en temps réel surtout. Du coup, la blockchain est falsifiable. Il n'est pas possible de modifier une transaction une fois que celle-ci est enregistrée sur la blockchain. Donc, on ne pourra pas modifier les trucs. Il n'y a pas d'histoire de falsification, surtout les entreprises qui falsifient un tas de choses. Dans les chaînes de logistique et tout. Dans tout ce qui est... j'ai que le groupe en tête, c'est MACGM. Les transports maritimes, là, qui transportent les choses. Il n'y a pas de falsification, là. Donc... Et pour, en fait, falsifier une blockchain et tout, il faudrait plus de la moitié des validateurs soient corrompus, en fait. Donc, c'est chaud, 51%. Ensuite, quels sont les avantages de la blockchain? Transparence, suivre la trace, ok, moins de corruption. Et il y a aussi une fin de tiers de confiance. Bah après, je ne sais pas si ce sera totalement la fin, à mon avis, non. Le mieux, ce serait plutôt une alliance entre les banques et le secteur de la DeFi. Pour moi, c'est la meilleure chose. Ça sert à d'essayer de battre le gouvernement parce que ces gars-là, ils sont là bien avant. Ils ont un tas de pouvoir. Donc, pour moi, le mieux, c'est de pas forcément travailler avec eux, mais ne pas non plus chercher à les détruire. C'est surtout ça. Ensuite, avec la blockchain, nous avons les NFT. Un NFT n'est pas une crypto-monnaie. Donc, c'est plutôt un jeton non fongible. C'est un certificat d'authenticité, un titre de propriété, un contrat. Donc, c'est visible par tous les participants sur la blockchain. Et comme la blockchain est falsifiable, donc il n'est pas possible de modifier une transaction une fois que celle-ci est enregistrée dans la blockchain. Donc il faudrait que plus de la moitié des validateurs soient corrompus. Encore une fois, c'est la même chose pour NFT. Cet ensemble généré numériquement est inscrit sur un registre qui lui-même sera incorporé dans la blockchain, comme j'ai dit plus tôt. Avec ce processus d'NFT et la blockchain, la corruption n'est pas trop là en fait. Elle est vraiment quasi inexistante. On peut faire du délit d'initié, mais la corruption, non, vraiment pas. Ce qui fait qu'actuellement, tout ce qui est les fraudes au niveau des billets, ce qu'il y a eu actuellement au Stade de France, en fait, récemment avec Liverpool et tout, Liverpool et Real Madrid, il y a une falsification, une fraude des billets. Ce qui fait que des gens qui avaient des vrais billets ne sont pas entrés et ceux qui avaient des faux billets, ils sont entrés. Avec la blockchain, ça n'existe plus. Le ministre des Sports a justement mentionné la blockchain il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était le 1er juin. Donc, c'est tout ça pour montrer que si on tokenise sous NFT les billets au Stade de France, ben on n'aura tout simplement pas de problème de fraude de billets. Et du coup, quelque chose qui est en rapport avec la logistique, le transport et tout ce qui est falsification des produits comme les sacs Louis Vuitton et tout, on a VeChain qui peut aider à ça. Et j'ai investi personnellement dedans. Ensuite, on a Decentraland de Mana qui est orienté vers le metaverse, quelque chose que j'y crois fondamentalement et vraiment à fond en fait. Donc,
c'est quelque chose dans lequel je crois. J'ai même gardé des trucs. Il y a une partie que j'utilise pour revendre au haut et racheter le bas. Mais une autre partie que je laisse totalement en long terme. C'est-à-dire que je vais laisser 10 ans, 15 ans, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, j'y crois fondamentalement à Decentraland. Ils sont leaders dans le marché actuellement. Ça peut pas dire qu'on ne peut pas les rattraper. Mais actuellement, ils sont leaders. Et du coup, il y a un deuxième avec Decentraland qui est Sandbox. Il fait beaucoup parler de lui. Ils sont assez forts, surtout niveau innovation et sortie de news, avancée de la blockchain, enfin avancée du projet plutôt. Donc ils sont vraiment à ne pas négliger. Ensuite, il y a le projet Elrond, qui est de créer une plateforme capable de répondre à la demande mondiale des transactions. En seulement 3 années, l'équipe du projet Elrond a développé un réseau capable de traiter jusqu'à 11 500 transactions par seconde, contre 5 à 7 pour Bitcoin et 15 pour Ethereum. Ce qui est énorme en fait. C'est pas à prendre à la légère plutôt, Elrond, parce que c'est quelque chose pour moi dans lequel j'y crois énormément. Personnellement, j'avais envoyé dans le groupe VIP Elrond quand il était à 10 $. Donc là, ça c'est le dip actuel, 76 $. Donc même s'il y a eu un dip, on est toujours en profit chez les VIP de Trading Indies. Et ensuite, là nous avons l'IA. Pourquoi est-elle importante? Les progrès en termes de puissance de calcul, l'accès à de grandes quantités de données et le développement de nouveaux algorithmes ont mené à des percées majeures dans le domaine de l'IA au cours de ces dernières années. L'IA est maintenant avec nous dans notre quotidien. On a l'IA partout. Quand on utilise Siri, quand on utilise l'assistant Alexa, je crois, pour Amazon, il me semble, et Google, OK Google, pour l'assistant Google. Donc on a tous ces trucs-là qui sont actuellement dans notre quotidien. On a des IA aussi qui répondent à dans les services clients. On a des IA qui répondent actuellement et qui sont très 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 fortes. Avant, on avait des IA. Les IA, ça posait des questions dans les services clients. Et on répondait oui, non, ou bien on répondait ce qui était marqué pour avoir la suite. Actuellement, on peut poser une phrase, carrément, on marque une phrase, on envoie la phrase, et le bot arrive à comprendre. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est énorme. Avant, quand je dis avant, c'était quoi? C'était il y a 3 ans. Donc en 3 ans, on a une avancée pareille, c'est juste énorme. Du coup, parmi les logiciels, on a assistant virtuel, logiciel d'analyse d'image, moteur de recherche, système de reconnaissance faciale, vocale, et comme IA incarné. On a les robots, les voitures autonomes, les drones, les objets connectés. Donc, objets connectés, comme je disais, Alexa, tous ces trucs-là. Dans les domaines, on peut avoir l'IA dans les achats en ligne, les publicités, les recherches en ligne, assistant numérique personnel, traduction automatique, maison, ville et infrastructure. Très important. On va vraiment tourner dans ça. Je sais pas si vous voyez les films. Il y a des films qui futuristes. Faut regarder. Faut pas regarder que pour regarder. Faut regarder et analyser ce qui se passe dans la ville, comment c'est. Parce que le film, il vient bien de l'être humain. C'est l'être humain qui a pensé à ça. Donc forcément, ça vient du désir de l'être humain d'avoir quelque chose semblable. Donc forcément, on va tourner vers quelque chose semblable. Donc c'est pour ça. Il faut vraiment avoir un esprit visionnaire, analyser les choses plus que ce qui se présente devant nous. Du coup, il y aura la cybersécurité, la lutte contre les fausses informations, la santé. Et comme entreprise, nous avons Cambricon, je crois. C'est comme ça qu'on dit ça, ouais, à 61,86 € l'action. C'est une entreprise spécialisée dans la construction de puces, processeurs de base pour les serveurs cloud intelligents, ce qui est très important actuellement. Carte accélératrice des systèmes, grappe informatique pour les robots intelligents, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ces cartes-là, il faut savoir que ces cartes-là, des fois, elles étaient rupture de stock tellement demandées, surtout pour le minage de crypto, cartes graphiques et tout. Donc c'est des choses, le minage va pas rester comme ça actuellement. Il y aura forcément des tours qui seront plus performantes pour le minage plus tard dans la vie future. Du coup, ensuite, là, en dernier, j'ai donné un ETF en fait sur la robotique et l'IA parce que je donne des actions. Les actions, elles peuvent certes péter, mais ça reste des actions. Si elles dégringolent, tu perds tout. Donc là, il y a l'ETF pour l'IA et la robotique.
qui est un groupement d'action. Donc si un peut tomber, il y a un autre qui vient. Donc au moins vous êtes mieux protégé pour, pour vos investissements en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!